Tidiane Diaye, La longue marche des peuples noirs. Les grandes civilisations de l'Ouest africain. La civilisation égyptienne n'est pas la seule à s'être développée sur le continent noir. Sans avoir la même genèse ou une évolution identique à celle des Égyptiens, d'autres États africains ont bâti et maintenu pendant des siècles des organisations politiques, sociales, économiques et culturelles très avancées. Il serait difficile et fastidieux de les évoquer toutes en détail. Des royaumes ou empires de Nubie, d'Aksum, du Ghana, du Mali, de Mandé, de l'Ashanti, des Haoussa, du Bénin, aux remarquables structures bâties par le Songhai ou les Yoruba, on a rivalisé de puissance et de raffinement chez les peuples noirs pendant des siècles. Le rayonnement de certaines de ces civilisations africaines a même dépassé le cadre du continent. Combien de commerçants, de chevaliers et de diplomates venus du monde arabo-espagnol, Séville ou Tolède, n'ont-ils été éblouis par les merveilles du palais de Kumbi-Saleh, capitale de l'empire du Ghana. Le savant noir Mahmoud Kati, de l'université de Tombouctou, situe l'origine du Ghana au début de l'ère chrétienne. Mais plus proche de nous, et avec certitude, l'ancien royaume saracolé de Ouagadou deviendra au IIIe siècle de notre ère un vaste empire qui s'étendait du Haut-Sénégal au Haut-Niger, englobant le Tekrour et le pays mandingue. Le conquérant, ayant donné cette dimension impériale au Ouagadou, était le Kaya Magan, roi de l'or, ou Ghana, c'est-à-dire chef de guerre. En l'an 872 de notre ère, l'empire du Ouagadou prendra le nom de Ghana avec pour capitale Kumbi-Saleh, où régnait le souverain. Le royaume et futur empire du Ghana n'a rien à voir avec l'actuelle République du Ghana sur le golfe de Guinée. C'est après l'indépendance de l'ancienne colonie anglaise Gold Coast que son président, Nkrumah, un grand et remarquable combattant pour l'indépendance, la rebaptisa Ghana en hommage à l'illustre empire africain. En fait, deux royaumes ont longtemps cohabité en Afrique de l'Ouest. Ghana et Aoudagost. Le premier était dirigé par un roi noir, le second par un souverain de la tribu berbère des Sanajas. Par la suite, la ville berbère d'Aoudagost et le royaume de Gao seront annexés par le souverain ghanéen qui étendra ainsi son empire de l'Atlantique au Niger. Le Ghana est une des plus anciennes monarchies d'Afrique noire, fondée à l'origine par les ethnies soninké et saracolé. Les chroniqueurs ou géographes arabes, Al-Bakri et Ibn Aoukal, rapportent dans leurs récits de voyage que l'empire du Ghana était riche et très bien organisé. Ces historiens avaient parcouru le monde de Bagdad au Maghreb en passant par l'Espagne. Ils étaient pourtant impressionnés au point d'affirmer que le souverain le plus riche du monde était le monarque du Ghana grâce à son or extrait des mines du Galam, de Bambouk et de Bourré. À la tête de cet empire craint et admiré, le souverain Tunka poussait le raffinement jusqu'à faire coucher chacun de ses 1000 chevaux sur une natte. Ces bêtes choyées avaient également droit à un pot en cuivre pour uriner et étaient attachées par des cordes de soie. La plupart des citoyens du Ghana étaient agriculteurs ou éleveurs, d'où son ancien nom de Ouagadou, qui veut dire pays des troupeaux. La population du Ghana était composée dans sa large majorité des ethnies noires Bambara, Wolof, Toucouleur, Sérène et Mandé, généralement cultivateurs. L'empire comptait également des Sanajas,
pasteurs berbères, blancs originaires d'Afrique du Nord, et quelques groupes métissés. Au Ghana, comme dans beaucoup de royaumes ou empires africains, l'unité des peuples était souvent cimentée par les facteurs économiques, psychologiques ou culturels, mais rarement ethniques. Les Ghanéens étaient musulmans pour la plupart, mais gouvernés par un souverain et des dignitaires d'un pouvoir animiste. Cependant, les historiens africains, griots ou arabes ne rapportent une quelconque tension sociale ou politique due à cette mosaïque de confessions. L'empire fonctionnait sur le principe d'une grande tolérance et le souverain animiste autorisera les musulmans à construire leur propre cité, Kumbi Saleh, avec autant de mosquées qu'ils le désiraient. Les fidèles de Mahomet en construiront une douzaine. Venant du monde arabe et d'Afrique du Nord, des voyageurs à dos de chameau commerçaient dès le 7e siècle avec l'Empire pour échanger du sel, des cotonnades et des armes contre de la poudre d'or. L'Empire du Ghana connaîtra son apogée entre le 9e et le 10e siècle. Mais des envahisseurs venus du Nord allaient mettre fin à sa prospérité et à son rayonnement. Car un certain Yahya ibn Yassin, chef de la tribu des Lamtunis, berbères du Sahara, décida de réformer la pratique de la religion musulmane en Afrique. Cet homme mystique partit prêcher un islam intégriste au Maghreb, jugé trop libéral. Il devait échouer une première fois, vers l'an 1030, ce musulman pieux se retira vers une presqu'île du fleuve Sénégal pour méditer en compagnie d'une poignée de fidèles disciples recrutés au Maroc et au Sahara, dont Yahya ibn Obar et Abou Bakr. Un millier de fidèles les rejoindront. Yahya ibn Yassin leur dispensera une formation religieuse et militaire. Ensuite, il baptisera cette confrérie Al-Mourabitoum, qui veut dire ceux du rassemblement. Les Européens le déformeront sous le nom de Almoravides. Ils deviendront très vite un ordre militaro-religieux pour mener la guerre sainte dès 1042. Ces envahisseurs, pour contrôler les mines d'or du Soudan, les voies y menant et imposer l'islam par la force, pousseront leur marche jusqu'à l'empire du Ghana. Dans les pays traversés, les Almoravides vont recruter des combattants hostiles au Ghana pour finir par constituer une armée de près de 30 000 hommes qui mettra à feu et à sang les provinces réfractaires à l'enseignement du prophète Mahomet. Ils vont islamiser, au passage, les peuples du Sénégal, dont la plupart, Wolof, Sérères, tout couleur, sont descendants d'Égyptiens ou Magzaras de Ali Idrissi, venus du Maghreb. Le premier roi musulman du Tekrour, War Jabi Ndiaye, fils de Rabi Ndiaye, mort en 1040 de notre ère, poursuivra cette islamisation. En fait, la plupart des royaumes environnants étaient surtout préoccupés par la puissance écrasante de l'Empire du Ghana. C'est sans doute ce qui a poussé les monarques locaux à s'allier avec les envahisseurs contre le Ghana et à épouser leur thèse politico-religieuse. Les Almoravides vont se scinder en deux corps combattants. Le premier ira attaquer le Maroc et faire tomber Sidi Massa et Fès, et le second se dirigera vers le Ghana. Ils vont se heurter à la puissance des armées ghanéennes composées de 200 000 hommes, avec une importante cavalerie de 40 000 archers et de 160 000 fantassins équipés de lances. Au terme de plusieurs années de guerre, vers 1076, sous le commandement d'Abou Bakr, à partir de leur base de la Mauritanie actuelle, les Almoravides attaqueront et feront tomber la place forte de Koumi Saleh, malgré une résistance acharnée. Ce sera la chute de l'Empire du Ghana. Les Almoravides vont convertir de force la majeure partie des populations locales.
L'empire du Ghana avait bâti sa puissance grâce à une économie essentiellement centrée sur l'or. Les Ghanéens avaient commencé par battre tous leurs concurrents pour contrôler les grands axes de communication commerciale de la région. C'est ainsi qu'ils firent main basse sur les mines d'or du Galam, du Bouré et de Bambouk, gage de leur future puissance. Quant aux Almoravides, qui ont vaincu le Ghana, ils ont certes introduit des innovations technologiques dans la région, mais n'étaient pas des organisateurs commerciaux ou politiques. Leur objectif était avant tout d'imposer l'islam en introduisant le pouvoir animiste de l'Empire, en détruisant le pouvoir animiste de l'Empire. Cet objectif avait été atteint cependant. Dans la région, les candidats à la succession d'un empire en pleine décomposition ne manquaient pas. Le souverain tout-puissant du royaume soninké du Soso, Soumanguru Kanté, finira plus tard de détruire Kumbi Salé et ce qui restait du grand empire du Ghana, affirmant par là sa volonté de prendre la relève. Après la défaite de ses armées, le Ghana devait sombrer dans une anarchie indescriptible. Des bandits de grand chemin pratiquaient le rapt d'esclaves qu'ils revendaient ensuite aux morts. Pour mettre fin à ce commerce infâme qui ne correspondait pas vraiment aux habitudes traditionnelles de la plupart des royaumes africains, Soumanguru Kanté proposa une alliance aux souverains mandingues. Ces derniers, qui l'ont toujours méprisé du fait de son appartenance à une caste inférieure des forgerons, déclinèrent l'offre. Ce contentieux allait peser lourd par la suite, car, vexé, Soumanguru Kanté, au lieu d'abolir cette forme d'esclavage, la reprendra à son compte. À la tête d'une des plus puissantes armées de l'époque, il sèmera la terreur dans la région pendant plusieurs années. Cette situation inquiétait les populations du pays mandingue. Dans cette région, de petites principautés ont longtemps évolué dans une relative coexistence pacifique. Des clans familiaux ou tribaux y ont administré des organisations économiques, sociales, politiques et culturelles d'une grande cohésion. Devant la menace expansionniste des royaumes voisins, la première entreprise de réunification pour faire face fut l'œuvre des Keïta, originaires de Narena, dont la principauté se situait entre Sigiri et Kita. Ce premier royaume, qui fut une sorte de confédération, sera tout d'abord dirigé par Amana en 1150, ensuite par Djigi Bilali en 1175, qui cédera le trône en 1200 à Moussa Keïta. Le fils de ce dernier, Naré Famagan, sera leur premier conquérant en s'emparant de quelques territoires au sud et de toute la rive droite du Haut-Niger. Naré Famagan est le père du plus illustre des souverains mandingues, Soundiata Keïta. La légende raconte que le petit Soundiata était infirme et se traînait à quatre pattes jusqu'à l'âge de 7 ans. Après avoir conquis le pays mandingue, le roi du Soso, Soumanguru Kanté, fit exécuter tous les princes des ethnies locales. C'est miraculeusement que le jeune Soundiata échappa à ce châtiment. Plusieurs fois exilé à Ségou et en pays voltaïque, actuel Burkina Faso, loin des intrigues de palais et des exactions des troupes occupantes Soso, il attendit son heure. Excédé par l'asservissement et le déshonneur de son peuple, le Conseil des Anciens décida de faire appel au prince mandingue pour libérer le pays. Soundiata Keïta n'eut aucun mal à lever une armée auprès de populations d'ethnies différentes, mais toutes hostiles au pouvoir du roi Soso. À la trêve de cette armée hétéroclite, le prince mandingue devait attaquer en 1234 les unités avancées de l'armée de Soso. La victoire des combattants Soso, plus expérimentés que les hommes de Soundiata, fit vite comprendre au jeune prince que l'heure de la défaite n'avait pas encore sonné pour Soumanguru Kanté et sa puissante machine de guerre. Une certaine légende disait du chef Soso
qu'il était invulnérable car aucune flèche n'avait su l'atteindre sur le champ de bataille grâce à son immense talent de magicien. Aussi, chez les Keïta, on emploiera la ruse en offrant la propre sœur du prince mandingue à Soumanguru Kanté en signe d'allégeance. Fidèle à sa réputation de grand amateur de femmes, le souverain Soso succomba au charme de la jeune et belle Menyamba Suko, qui réussit à lui soutirer le secret de son invulnérabilité. Seul un ergot de coq blanc pouvait le tuer. Légende ou réalité magique africaine, toujours est-il que la bataille de Kirina, qui devait s'engager peu de temps après, fut fatale à Soumanguru Kanté. De part et d'autre, d'importantes forces allaient s'affronter à coups de flèches empoisonnées et de lances dans une sanglante bataille de fantassins. L'armée de Sundiata, qui était composée de chasseurs armés de lances, de boucliers et de redoutables archers, allait prendre le dessus. La victoire des armées mandingues permit à Sundiata Keïta de se débarrasser du roi du Soso, dont on ne retrouva jamais le corps. Sundiata avait vaincu et soumis ses troupes. Le prince mandingue avait également annexé son royaume en même temps que ses dépendances qui s'étendaient du Bagana à la cité de Kumbi-Salé, ancienne capitale du Ghana. Sundiata sera proclamé Mansa, unique, souverain suprême, du pays mandingue par tous les nobles des 40 principautés qui seront ainsi fédérés. Ce nouvel empire prendra le nom de Mali. Après la chute du Soso, Sundiata Keïta étendra sa domination sur une partie du Sénégal et les principales sources aurifères de la région. Le nouveau souverain malien n'abolira pas l'esclavage domestique, mais tout commerce de captifs maliens avec les Maures ou les Arabes serait puni de mort. Sundiata organisera l'empire du Mali d'une manière décentralisée. Près de 400 villes étaient réparties en une vingtaine de provinces subdivisées en cantons. Toutes ces entités administratives étaient gérées par des autorités religieuses ou politiques qui étaient responsables devant le souverain. Dans cet empire, qui connaissait déjà l'industrie de la métallurgie et du fer, comme la plupart des autres États africains, Sundiata introduira la culture du coton, de l'arachide, des papayes et le développement de l'élevage. L'empire du Mali, au moment de son apogée, XIVe siècle, s'étendra de la région nord de la Guinée à Tombouctou, et des côtes atlantiques du Sénégal et de la Gambie à Gao sur le fleuve Niger. Les principales ressources de l'empire provenaient de l'or, des impôts frappant le bétail, des récoltes, de taxes douanières et de butins de guerre. Comme le Ghana, l'empire du Mali évoluait dans un environnement de grande tolérance religieuse et culturelle. Plusieurs ethnies qui se sont fait la guerre ailleurs ont vécu au Mali en parfaite harmonie. Les intellectuels et marchands venus du monde arabe ou des autres royaumes négro-africains séjournaient et commerçaient en toute sécurité avec les Maliens. Comme l'Égypte, la Nubie, le royaume d'Éthiopie ou l'empire du Ghana, le Mali sera l'un des premiers États africains véritablement connus avec précision. Son rayonnement va dépasser le cadre du continent grâce à l'empereur Mansa Musa, qui monta sur le trône dès 1303 dans des conditions inattendues. Cette année-là, l'empereur aventurier Aboubakri II, neveu de Sundiata, embarquait des milliers de guerriers, des vivres et un important magot pour aller s'échouer sur les côtes de ce qui allait devenir l'Amérique près de 2 siècles avant Christophe Colomb. Comme on ne revit jamais le conquérant téméraire, Mansa Musa fut intronisé à la tête de l'Empire du Mali. Ce monarque intelligent et raffiné fera connaître l'un des plus illustres empires à l'extérieur. D'abord par le pèlerinage qu'il accomplit à la Mecque en 704 de l'Hégire 1324,
en compagnie de 60 000 porteurs, 10 000 sujets et 500 serviteurs. Mansa Moussa transportait sur une quarantaine de mules plus de 2 tonnes d'or sous forme de cannes ou de poudre qu'il distribua aux officiers, fonctionnaires et nobles de la cour du sultan d'Égypte. On devait frôler l'incident diplomatique lorsque le monarque malien, reçu par le tout-puissant sultan, refusa de se prosterner. En fait, Mansa Moussa n'a jamais désiré rencontrer le monarque égyptien. C'est sur l'insistance de ce dernier que l'empereur malien accepta cette visite. Les choses devaient néanmoins rentrer dans l'ordre devant la grandeur, la grâce et la générosité de l'empereur noir et musulman pieux. Le souverain malien regagna son pays en compagnie de nombreux savants, des juristes et de l'architecte de Grenade, Abou Isaac. Mansa Moussa ramènera un nombre important de livres à Tombouctou, où il fera construire une grande bibliothèque. Il installera également dans cette métropole africaine tous les lettrés qui l'ont accompagné, enrichissant ainsi la capitale intellectuelle et religieuse du continent. Le charisme de Mansa Moussa a impressionné tous les voyageurs étrangers qui l'ont approché. En 1339, dans sa carte du monde, Angelo d'Ulcer tracera la route qui mène chez le Rex Méli, le roi des mines d'or. Elle passe par l'Atlas et le Sahara pour aboutir à l'Empire du Mali. Ainsi, dans tout le monde arabo-espagnol et méditerranéen, intellectuels et navigateurs et commerçants savaient tout sur l'Empire du Mali, la grâce de son souverain et ses richesses. Le chroniqueur arabe Ibn Battuta rapporte dans ses écrits de voyage: la sûreté est complète et générale dans tout l'empire du Mali. Le sultan ne pardonne point à quiconque se rend coupable d'injustice. Le voyageur, pas plus que l'homme sédentaire, n'a à craindre les brigands, ni les voleurs, ni les ravisseurs. Les Noirs ne confisquent pas les biens des hommes blancs qui viennent à mourir dans leur contrée. Quand même il s'agirait de trésors immenses. Ils les déposent au contraire chez un homme de confiance d'entre les Blancs, jusqu'à ce que les ayants droit se présentent et en prennent possession. Également, dans les ouvrages de cette moitié du XIVe siècle, on pouvait lire « Il y a au monde 4 sultans », non compris le sultan suprême, empereur de Constantinople, à savoir le sultan de Bagdad, le sultan du Caire, le sultan du Bornou, autre royaume africain, et le sultan du Mali. Quant à l'Atlas du monde du roi de France Charles V, dressé par le catalan Abraham Cresque en 1375, il présentait le Rex Méli tenant un morceau d'or. Mais après la mort de Mansa Moussa, l'empire du Mali commença une lente décadence due aux assauts guerriers des royaumes Peuls, animistes et des Askia. Les successeurs de Mansa Moussa, Magan, Mansa Souleymane et Moussa II, ne réussiront pas à perpétuer son œuvre. Après le déclin de l'empire du Mali, le conquérant Soni Ali édifia sur ses ruines le Songhai, ou empire du Gao. Dans toutes ces civilisations africaines, on maîtrisait les techniques d'élevage du bétail et du travail des métaux. Durant les 300 premiers millénaires de l'histoire de l'humanité, notamment au cours des périodes paléolithiques et néolithiques, le rôle joué par l'Afrique a été de tout premier ordre. Bien avant Jéricho, un peuple noir du Sahara fabriquait déjà des poteries. C'était il y a 10 000 ans. Ce peuple a également inventé la peinture à l'huile, de superbes fresques admirablement intactes dans les grottes de Tassili en témoignent. Ils avaient acquis une technique mêlant pigments broyés, eux-mêmes malaxés avec de la graisse d'os cuite
ou de la graisse d'animal fondu. L'art de la peinture, de la sculpture et de la danse rayonnait sur le continent noir, souvent de manière antérieure. En fait, dans le domaine artistique, le génie africain a capté d'énormes pulsations de la vie quotidienne pour restituer une infinie variété de formes sculpturales et ainsi refléter une parfaite maîtrise nègre de la matière. Pour preuve, les pierres phalliques du sud éthiopien, monuments remarquablement sculptés dans un style comparable à celui d'un autre site prestigieux, les mégalithes non loin de Tombouctou, en République actuelle du Mali. Des archéologues européens ont également exhumé de belles pièces reflétant le degré avancé des civilisations bâties par les peuples noirs des oasis du Nord qui fuyaient les incursions des hordes berbères du 7e siècle. D'autres savants ont découvert et daté entre -300 et -100 avant l'ère chrétienne des milliers de pièces de poterie et des houes découvertes au Nigeria. Dans ce pays, entre Nok et Jos, se trouvaient des régions où l'élevage était très peu développé, en même temps qu'une industrie du fer. On y a exhumé une dizaine de fourneaux qui datent de 5 siècles avant notre ère et ayant servi à la fonte de minerais. Comme il est communément admis, le développement de la métallurgie et du fer est le point de départ de toutes les civilisations avancées. Dans ce domaine, au commencement était l'Afrique. Les archéologues situent la plus ancienne mine du monde au Swaziland, où des populations noires du Paléolithique l'ont exploitée pour en extraire de l'ocre rouge, il y a 30 000 ans. D'autres archéologues, quant à eux, situent le premier âge de fer, moins 2600 à 1500 avant Jésus-Christ, dans les populations négro-africaines du sud du Sahara, qui ont probablement introduit cette technique en Égypte, où l'on trouve trace d'un couteau fabriqué vers 900 avant Jésus-Christ. En fait, l'industrie du fer en Afrique s'est véritablement développée à partir de Méroé, l'ancienne capitale de la Nubie. Ce qui a amené certains historiens anglais du début du XXe siècle à surnommer Méroé le Birmingham de l'Afrique. La comparaison est suffisamment éloquente quand on sait que Birmingham est la capitale anglaise de la métallurgie, du fer et de l'acier. Également au Ghana, au Niger, au Nigeria et en Côte d'Ivoire, dès le début de l'ère chrétienne, on produisait du fer par des bas fourneaux sans passer par la fonte. Pour ce qui est de la technique de fonte à la cire perdue, elle était connue et utilisée depuis longtemps en Afrique de l'Ouest pour la fabrication des poids à peser l'or. Plus proche de nous, sous la colonisation britannique, après avoir saccagé Bini, la capitale du royaume Yoruba du Bénin, une expédition militaire devait découvrir et ramener à Londres des masques d'ivoire sculptés, des plaques et des statuettes de bronze d'une étonnante beauté. Durant plusieurs années, les plus éminents experts occidentaux tentèrent de trouver à ces merveilleuses œuvres d'art une autre origine que l'Afrique. À cette époque, il ne se trouvait pas un seul scientifique faisant autorité pour oser reconnaître que les Africains aient pu maîtriser depuis longtemps et avant les Européens une invention aussi cruciale que l'industrie du fer. Pourtant, dans beaucoup de civilisations du continent noir, on a même brûlé l'étape de l'âge de bronze pour passer directement au travail du fer. À la fin des années 30, une deuxième découverte dans l'ancienne cité Yoruba de Ifé devait à nouveau forger l'admiration des experts. Il s'agit des têtes de bronze admirablement conservées. Ceci amena les derniers experts sceptiques à admettre qu'il s'agit bien d'un art authentiquement africain. Désormais, ce débat on ne peut plus clos depuis les récentes découvertes d'œuvres d'art à Igbo-Ukwu au Nigeria et datant du 9e et 10e siècle de notre ère. La qualité technique et le raffinement de ces pièces
faite par un alliage de plomb, de cuivre et d'étain d'origine locale, témoigne encore, si besoin était, du degré très avancé des anciennes civilisations négro-africaines. Pourtant, l'histoire s'est révélée montrer une discipline tendancieuse, subjective et au service d'une idéologie. Et l'on peut regretter ce que des hommes célèbres érudits de mauvaise foi, ou tout simplement animés d'idéologies douteuses, ou racistes comme Hegel, écrivaient pour nier l'apport des peuples négro-africains à l'histoire de l'humanité. Cet homme affirmait que l'Afrique était un monde anhistorique, non développé, entièrement prisonnier de l'esprit naturel et dont la place se trouve au seuil de l'histoire universelle. Mais au chapitre du Saugrenu, l'historien français Pierre Gaxot se distinguait particulièrement en écrivant dans la Revue de Paris en 1957 « Ces peuples, vous voyez de qui il s'agit, n'ont rien donné à l'humanité, et il faut bien que quelque chose en eux les ait empêchés. Ils n'ont rien produit, ni Euclide, ni Aristote, ni Galilée, ni Lavoisier, ni Pasteur. Leurs épopées n'ont été chantées par aucun Homère. » Beaucoup d'historiens de mauvaise foi ont nié pendant longtemps que les Euclides, Aristote et Galilée, et autres Homères, sont les représentants de la civilisation qui ont été largement influencés par l'Égypte négro-africaine. Et ce, dans des domaines aussi divers que la médecine, les mathématiques, l'architecture, la sculpture, la philosophie et l'astronomie. L'Égypte négro-africaine a sorti de la proto-histoire des peuples de la Méditerranée et de l'Asie mineure. Sous la XVIIIe dynastie, les Égyptiens ont colonisé la Crète, la Grèce continentale, Chypre et le pays hittite, en y introduisant l'agriculture et l'industrie de la métallurgie et du fer. L'ancêtre de toutes les civilisations occidentales est la Grèce. Or, c'est seulement après l'invasion de l'Égypte par les Grecs que l'on a pu parler de miracle grec. L'occupation de l'Égypte, la mise à sac de ses bibliothèques et la collaboration des prêtres ont permis aux Grecs d'accéder à des trésors scientifiques inestimables. Ainsi, à partir de cette grande civilisation africaine, furent initiés les philosophes ou scientifiques Pythagore, Onopide, Euclide, Aristote et Platon. Même Hippocrate, le père de la médecine occidentale, ira perfectionner sa science dans la bibliothèque du temple de Imhotep à Memphis, car, bien avant les Grecs, les Égyptiens avaient découvert la circulation du sang. Ils avaient également mis au point une méthode clinique de diagnostic et inventé des formules pour soigner de nombreuses maladies. Pourtant, quelques-uns des grands génies grecs ont soigneusement passé sous silence leurs nombreux emprunts au patrimoine africain. C'est sans doute pour cette raison que Hérodote a traité Pythagore, qui a étudié pendant 22 ans en Égypte, de vulgaire plagiaire des Égyptiens.